Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 13h34 à Singandou, dans la préfecture de Tone. Nous sommes dimanche 31 juillet 2022. C'est l'heure de la messe médiatique, comme tous les dimanches. D'ailleurs, toutes mes excuses pour le rendez-vous non tenu de dimanche passé pour des raisons non volontaires. Bienvenue à toutes et à tous dans cette messe qui va être célébrée ou co-célébrée avec Adam Adjoronou, déjà sur ce plateau. Il est le directeur de publication, sinon le curé de la paroisse Vision d'Afrique, et Abbas Kaboua que nous attendons du journal Le Maya Libéré, et donc de la paroisse Le Maya Libéré, à qui je souhaite une cordiale et confraternelle bienvenue. Bienvenue à vous, Abbas, plutôt Adam, et ça fait belle lurette. Oui, d'abord, je tiens à vous remercier pour me ressusciter, puisqu'il y a très longtemps oui. que j'étais, si vous le permettez, peut-être mis en bien. Donc c'est un plaisir de retrouver la paroisse Saint-Jean de TV2. Non, c'est la paroisse Bon-Berger. Bon, ok, la paroisse Bon-Berger de la télévision deuxième. Très bien. Et donc c'est un plaisir de discuter ou de débattre de l'actualité avec nos aimables téléspectateurs, sans bien évidemment oublier les téléspectatrices. Merci, c'est à nous de vous dire merci pour votre volonté sans cesse manifestée. À chaque fois que vous avez la possibilité, vous n'avez jamais manqué à notre invitation. Et je profite pour vous souhaiter une bonne convalescence, oui, parce que là vous sortez d'une maladie, oui, ou d'une dégradation de santé, oui, que le bon Dieu vous renouvelle toutes vos cellules. Merci. Afin que vous puissiez retrouver la santé nécessaire. Toute l'équipe qui m'accompagne techniquement, aujourd'hui elle est très intense, très fournie. Maki Ibrahim devant moi pour le cadrage. De l'autre côté, c'est deux mains habiles, celle de Gantin Bidola et de la charmante Simone Aoui, qui me rendent un service et qui me portent main forte. L'actualité telle qu'elle s'est déroulée cette semaine, qui s'achève globalement au Togo, en Afrique et dans le monde. Voilà les pages à feuilleter pour l'évangile de ce jour. Et justement sur le plan national, certains journaux sont revenus avec insistance et persistance sur la dernière hausse des prix des produits pétroliers à la pompe et leur effet secondaire ou leur corollaire. Mais avant de traiter en live les journaux, c'est selon les circonstances de l'heure, je salue l'arrivée de Abbas Issaka, le patron, le curé de la paroisse Le Maya Libéré, puisqu'il s'agit de la messe. Bienvenue, Abbas, c'est une des rares et voire une toute première fois que vous êtes en retard à la messe. Je m'excuse beaucoup pour ce léger retard, léger grand retard, peut-être indépendant de ma volonté. Nous l'avions dit tout à l'heure, ce n'est pas de vos habitudes. L'essentiel est que je sois là. Vous êtes arrivé. Et je salue tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent également. Merci beaucoup, Abbas. Et à présent, voyons ce que les journaux ont pu dire par rapport à ce sujet. Commençons par l'Intelligent qui écrit nouvelle hausse des prix des carburants, situation intenable pour les Togolais. Et puis le journal en caricature dit « J'en ai marre que les prix du carburant augmentent n'importe comment. Chauffeur, cours vite, je vais être en retard. »
patron, vous devez me faire une augmentation. Le travail là n'est pas facile. Oh, tais-toi. C'est ce que vous pourriez entendre par-ci et par-là, et qui est tombé dans les oreilles de l'intelligent qui l'a intelligemment et caricaturalement rapporté. L'autre journal qui s'en est intéressé, c'est bien Focus Info, qui dit, je cite, prix du carburant, zoom sur la situation dans la sous-région. Et à la page 2, le journal a zoomé, comme lui-même l'a désigné, et donné toutes les explications par rapport aux tenants et aboutissants de cette augmentation. L'autre journal qui s'en est intéressé et qui s'est surtout intéressé aux effets collatéraux, c'est bien le Mania Libéré qui écrit alerte, augmentation anarchique et abusive du prix du gaz butane. Certainement qu'il est allé plus loin dans les détails. Heureusement qu'il est sur ce plateau, il nous en parlera. Autre chose et autre journal qui s'en est intéressé, c'est le journal Le Canard Indépendant qui dit qu'après la hausse du prix du carburant, eh bien, le gouvernement annonce des mesures en deçà des attentes des Togolais et fait savoir, c'est bien la Ligue des consommateurs du Togo qui s'est approchée du gouvernement et nous annonce cette nouvelle. Et enfin, chronique de la semaine dit ou parle de la baisse des tarifs au péage. Autre fait secondaire, le gouvernement toujours à l'écoute de sa population. Voilà l'une des solutions ou l'une des batteries que le gouvernement entend mettre en œuvre pour soulager les peines et les souffrances des populations suite à la hausse des prix des produits pétroliers. Et venons sur ce plateau retrouver Adam Aviron de Vision d'Afrique et Abbas Issaka du journal Le Mania Libéré. Tout en leur souhaitant une fois encore la bienvenue. Alors on va se demander, les Togolais doivent-ils, Adam, se résoudre à s'entendre ou à s'attendre à une augmentation des produits pétroliers à la pompe après chaque 3 mois, à la manière d'une chute arithmétique dont la raison K est supérieure ou égale à 50 francs par augmentation. Nous sommes rentrés dans les mathématiques, compliqué, mais on est obligé de faire avec. D'abord, vous savez, ce dernier augmentation connue au Togo affecte dangereusement la poche, sinon le quotidien des Togolais, puisque on s'y attendait le moins. Et surtout, lorsque vous comparez l'écart entre le dernier augmentation et celui qu'on connaît aujourd'hui, il y a de quoi se préoccuper et de se poser des questions. Puisque depuis lors, cette comparaison aussi ne peut advenir que si l'on aussi nous remonter un peu l'histoire. Puisque une succession d'augmentations comme celui-là n'est pas de l'habitude, en tout cas de l'environnement commercial togolais, c'est pour une première fois. Mais ceci étant dit, et lorsque nous voulons surtout revoir les faits, je crois qu'il faudrait quand même qu'on ait fait un avantage comparatif avec ce qui se fait dans la sous-région. Et je pense que certains journaux aussi en ont parlé. Puisque aussi les motivations pour expliquer cette augmentation également dépendent de là. Mais au-delà de tout, je pense que c'est le prix du baril, comme on l'a fait expliquer. Et le fait que le gouvernement, depuis des lustres, a eu, puisque d'après les conférences de presse, le gouvernement l'a véritablement exprimé et a démontré par A plus B le nombre de milliards qui est mobilisé pour soutenir en réalité cette inflation connue ces derniers temps. Donc ceci étant dit, je pense que quelque part, si il y a un comité qui a été mis en place, ce comité concerne également aussi bien les associations des consommateurs, le gouvernement et pratiquement tous les acteurs impliqués dans la fluctuation de ces prix, je pense qu'il y a
lieu quand même que ces gens-là nous éclairent. Mais à ma grande surprise, lorsque je prends surtout la Ligue des consommateurs du Togo, qui l'organisation des consommateurs qui fait des sorties surtout intempestives et régulières, lorsqu'il y a de ces genres d'augmentation, je me pose des questions, puisqu'ils sont censés être dans le comité et donc cette fluctuation de prix ne leur a pas échappé. Donc je pense que quelque part, lorsque il y a de tels discours qui vont à l'encontre en réalité de cette augmentation, je me dis, s'il n'y a pas disons de l'hypocrisie qui se joue, puisque vous faites partie du comité au même moment lorsqu'il y a de ces augmentations, vous êtes donc c'est d'ailleurs eux qui devraient déjà donner la sonnette d'alarme aux populations en nous disant réellement les motivations de cette augmentation. Mais on fait comme si ils sont aussi surpris comme nous, puisque nous autres, c'est l'information qui nous parvient, que nous essayons de l'analyser et de prendre le pour et contre et de faire des comparaisons, comme je l'ai dit, dans la sous-région, et de situer l'opinion. Donc ceux qui sont partie prenante même de ce comité-là ne devaient pas se poser de ces questions-là, même malheureusement. Se sentir un peu surpris, aussi comme les populations. Donc ça me surprend, ça c'est le premier point du sujet. Mais je pense que actuellement, lorsque nous prenons, chacun peut quand même à son corps défendant pouvoir véritablement donc vérifier cette fluctuation au niveau international et réellement donc faire cette comparaison au niveau de la sous-région. Je pense que certains journaux l'ont rapporté, notamment les prix qui fluctuent lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont pratiquement des pays producteurs du pétrole, qui connaissent pratiquement leur prix, est supérieur par exemple à nos prix. Donc je pense que quelque part, le gouvernement, dès lors, à partir du moment où il s'est fixé les objectifs de faire à chaque fois, parce que la soutenabilité du gouvernement n'est pas extensible à vie, donc je pense qu'il lui appartient d'être véritablement fidèle dans le discours, aussi bien au niveau des arts, en ce qui concerne cette fluctuation, pour éviter à ce qu'il y ait des écarts de langage et pour éviter à ce que la population ne puisse être prise de court. Donc je pense que là, il a un sérieux problème, un véritable souci, un sérieux problème de communication qu'il faudrait donc maintenir pour éviter à ce que les gens, mais pour le moment, nous portons notre croix. Et je pense que c'est toujours très très difficile aujourd'hui, lorsque pour la plupart d'ailleurs même, ça sont des faits réels, nous le disons sincèrement, des gens pour des distances surtout en ville aujourd'hui, pour la plupart ont dû garder par exemple leur véhicule et ont commencé déjà par montrer aux deux roues. Et ça, cela dénote réellement de cette précarité qui j'ai lu sur plusieurs plateformes beaucoup de citoyens qui demandent le prix du vélo à présent. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas, en fait, c'est vrai que nous le disons d'une manière comique, mais ce sont des réalités. On risque d'en arriver là. Voilà, je me tourne vers Abbas Issaka pour avoir son avis par rapport à cette question. Alors, tel que les choses se présentent, est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation du prix du carburant à chaque 3 mois après? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une situation arithmétique qui est en train d'être respectée, dont la raison Q est égale à une augmentation de moins 50%, 50 francs au moins. Tu es bien mathématicien, mathématicien. Parce que à la Lune, nous sommes en train d'aller, je pense que le Togolais doit continuer par porter sa croix. Puisque on n'est pas encore à l'abri d'une nouvelle augmentation. Et j'entends, lorsque le prix du carburant était allé à 625 la dernière fois. Je me rappelle qu'il y avait un journal qui avait dit que ce n'était pas encore fini et qu'une augmentation était en cours encore. Puisque le gouvernement avait dit en ce moment il a subventionné, sinon en ce moment de 625 à 800 et quelques francs. Et là, je me suis dit qu'on n'est pas encore à l'abri d'une autre augmentation. Et c'est ça. Aujourd'hui, le gouvernement a dit qu'il subventionne. Il a subventionné jusqu'à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Et que cette subvention, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, a atteint son seuil. Et qu'il ne pourra plus continuer cette subvention. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit cette augmentation. Pour cela, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas encore à l'abri d'une nouvelle augmentation. Aujourd'hui, pour cette augmentation de 700 jusqu'à 850 francs le litre pour le gasoil. Le gasoil. Le gouvernement 700 dit, pour les champions. Et le pétrole, l'empan, 700
80, je crois. Donc, le gouvernement dit qu'il retient seulement 100 et quelques francs sur chaque litre, parce que les 25 milliards qui finançaient là, ça n'atteint plus. C'est fini pour ça. Et donc, ils ont retenu. Donc, il faut s'attendre à tout à chaque fois, parce que nous, ce que notre projet, c'est de faire de telle sorte qu'au moins cette guerre en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie puisse prendre fin. Hein? Sinon, si ça continue, c'est que nous allons toujours continuer, pas supporter les conséquences. Et on va nous expliquer que c'est par rapport à la flambée du prix à l'international qui a fait que nous avons eu ces augmentations. Donc, s'il n'y a pas encore la fin là-bas, nous allons toujours subir. Aujourd'hui, la solution, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des vélos. Même les gens ne peuvent plus utiliser les motos. Les vélos. Les motos sont devenues plus chères. Plus chères. Ils ont encore augmenté. À chaque fois qu'il y a augmentation, les motos augmentent. Oui. Donc, et ce que le gouvernement a fait pour atténuer au moins, on est en train d'avoir de bonnes routes, contrastes en ville. Et il faudrait qu'on améliore le transport urbain. Les bus là, les bus de transport, qu'on l'améliore, parce que quand quelqu'un... qu'on agrandisse le parc. Qu'on agrandisse le parc, parce que quand quelqu'un quitte depuis Tchévier ou Tavier ou Toblekop, ou chez moi là-bas, pour aller jusqu'au Caseo à son ministère, et s'il y a ce bus de transport, ça peut au moins, il va gagner, parce que quand tu vas beaucoup de fluidité, avec beaucoup de fluidité, quand tu vas même en Europe ou dans des pays comme ça, les gens ne prennent plus leur véhicule pour aller au c'est les métros ou les transports là. Je pense que si on peut arriver à ce point là, ça pouvait aussi alléger quelque chose avec un prix moyen comme Soutral le fait. Pour aller au grand marché pour les passagers. Donc si on pouvait le faire, le gouvernement peut aussi gagner quelque chose dedans. Mais si dans ces conditions on dit que le fonctionnaire, l'agent de l'État n'a qu'à prendre toujours son véhicule utilisé, alors que son salaire est toujours le même. Parce qu'à chaque fois qu'il y a augmentation, il n'y a pas augmentation de salaire. Ça ne bouge pas. Donc le monsieur qui va, nous-mêmes qui utilisons le véhicule, c'est que c'est des problèmes pour aller à ton service. C'est vrai. Or, quand on dit 700 là, ce n'est pas 700, mais là, 700 là, pour le support samplon, il te faut 7000 francs pour payer pour avoir 10 litres. Or, 10 litres, tu ne peux pas faire 2 jours. Quel 2 jours? Ça dépend de quand tu as Zamira, tu as comment on dit ça, arrêté copier. Tu fais aller le retour, c'est fini. Tu es dans le. Tu dois toujours augmenter ton carburant avant de pouvoir continuer. Donc c'est ça le problème. Si on pouvait faire, c'est la solution, les propositions qu'on doit faire. Sinon on va toujours aller dans des problèmes et que les gens vont toujours bouder, malgré même les mesures que le gouvernement va prendre pour alléger la souffrance des populations. S'il n'y a pas ça, ça ne pourra rien arranger. Parmi ces mesures, il y a un journal qui l'a relevé, les réseaux sociaux également. Il y a la diminution, je ne sais pas comment on va le désigner, le rabais des prix de péage. Mais quand j'ai parcouru ça, je ne me suis pas retrouvé quelque part dans cette... Tu ne vas pas te retrouver parce que... Non, parce que chacun s'intéresse à la catégorie le concernant sur son moyen de locomotion. Et lorsque vous prenez, je pense, les voitures personnelles ne sont pas aussi concernées que ça. La TVM également, elle n'était pas concernée, mais finalement... Voilà, c'est les grands porteurs où il y a eu dans cette diminution-là. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même que d'autres mesures suivent. Si réellement, tel est que le gouvernement veut véritablement aider la population à supporter ou à être davantage résiliente face donc à ces augmentations-là, il faudrait que des mesures qui ont véritablement des impacts. Sinon, je pense que jusqu'alors, lorsque vous prenez majoritairement, lorsque nous parlons des fonctionnaires, ceux qui travaillent, qui sont dans des usagers, dans des voitures personnelles, il n'y a rien qui soit fait jusqu'alors. Et donc je pense que la préoccupation majeure se trouve là, parce qu'on ne peut pas considérer que ce soit tout le monde, lorsque vous avez des voyages intra-urbains à faire, c'est à partir de ce moment-là que cela peut vous concerner, puisque
jusqu'alors que sache, si ça n'était pas que les Oulés qui ont connu une petite augmentation, puisque lors de la première augmentation, il n'y en avait pas eu. Donc, lors de cette seconde augmentation, il y a eu 25%. Puisque la plupart d'entre nous, en tout cas moi, lorsque je vais prendre un Zémilian, c'est ce moyen de locomotion que j'utilise. Donc, je pense que jusqu'alors, pratiquement, notre quotidien a été davantage affecté et a connu des augmentations. Puis si je m'en tiens aux élèves que nous prenons qui ont augmenté et que je n'ai pas d'impact en ce qui concerne la diminution au niveau des péages, je pense que jusque-là, rien n'a concerné une bonne partie, sinon la quasi-majorité de la population togolaise. Donc le gouvernement, il fait déjà des efforts et nous reconnaissons d'ailleurs même que sur ce léger augmentation, puisque la mobilisation des fonds au niveau de la SAFER qui est chargée donc de l'exploitation des péages, cela concerne également l'amélioration des routes. Et je m'en tiens au préambule d'Abbas Saka qui le disait tantôt, lorsque nous voulons avoir cette fluidité, il faudrait quand même qu'on ait des grandes routes, comme cela a commencé par être fait, pour faire en sorte que au niveau des fonctionnaires qui se trouvent aujourd'hui, puisque la plupart ne sont plus aujourd'hui centrés dans le centre-ville, vous venez de très loin, vous allez constater que c'est jusqu'à Akepe, Baguida, vous venez jusqu'à Nouépé, etc. Ou bien Zanguera qui arrive en ville. Là, vous pouvez quand même laisser que ce soit votre moto ou votre train. Et prendre disons, les transports urbains pour arriver donc à votre lieu de travail. Et là, vous sentirez qu'il y a un léger. Mais sinon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bonne partie de la population ne soit pas concernée, à moins que vous voulez voyager hors de Lomé. Et pour le moment, à titre de réservation, il n'y a pas eu encore augmentation. À ce que je sache, en tout cas, jusqu'à ce que nous rentrons dans le studio, il n'y a pas eu augmentation officiellement annoncée. Des prix de transport. Mais quand on prend les véhicules qui sont exemptés par rapport à ceux qui continuent, par exemple les personnels et les taxis brousse, les véhicules privés et les taxis brousse sont plus nombreux que les titans qui sont exemptés, c'est plus nombreux. Donc il faudrait faire de telle sorte que chacun puisse trouver sa part. Et ceux qui sont exemptés font abus commercial. Abus commercial. Donc de toute façon, c'est à eux qu'on a plutôt pensé, mais la population... Et tout à l'heure, on va même en parler par rapport à la fluctuation des prix de transport que les uns et les autres ont commencé par ma télé. Et il y a un journal, Symphonie, qui dit plutôt pourquoi ne pas plutôt augmenter le prix de la bière et laisser celui de... C'est vrai que là-bas, l'État ne subventionne pas, mais bon, c'est ironique et un peu humoristique, mais c'est une triste réalité. Que le prix de la bière soit resté là intact et que c'est celui du carburant qui augmente, les gens s'interrogent. Mais Abbas... Non, mais je vous permettez que j'ajoute un mot. Est-ce que le gouvernement fait des efforts surtout à ce qui concerne les denrées alimentaires, l'alimentation, et je pense que la bière est faisant partie. Il n'y a pas lieu quand même qu'on puisse augmenter, quoi qu'il en soit, la bière, puisque cela fait partie de la consommation. Je suis dans une barrière, cela doit. Mais c'est une mauvaise consommation. Moi, je voudrais bien souhaiter qu'on augmente le prix de la bière, même si c'est à 1500 francs. Les gens vont en prendre. Les gens vont continuer par en prendre. Il y en aura qui vont continuer par en prendre. Parce que quand moi j'ai commencé par prendre la bière, c'était 50 francs la sucrerie. Et puis 120 ou 150 francs la bière. 130 ou 135. Voilà, 135, quelque chose comme ça. Abbas, votre journal s'est intéressé à l'un des effets secondaires de cette récente augmentation. Et vous parlez d'une augmentation anarchique et abusive du prix du gaz domestique, scientifiquement appelé gaz butane. Dans quelle situation avez-vous constaté cela et que vous a-t-on dit par rapport à cela? Non, c'est un reportage quand vous prenez toutes les augmentations au niveau des produits pétroliers que nous avons connus. Jusqu'à même cette dernière augmentation, le gouvernement n'a jamais touché le prix du gaz butane. Mais bizarrement, depuis quelque temps, depuis cette dernière augmentation, quand vous allez chez les vendeurs de gaz butane, pas dans les stations d'essence, les particuliers qui prennent ça, c'est eux chez eux, ils ont augmenté de 400 ou 500 francs. Et souvent même ça devient rare. Donc c'est pour ça que nous avons fait un tour pour voir. Et lorsqu'on leur a posé la question de savoir pourquoi cette histoire se présente ainsi, ils disent que non.
que depuis que le carburant a augmenté, eux, ils prenaient les camions qui apportent le gaz butane à leur niveau. Avant, ils leur payaient 30 000 francs pour le transport. Maintenant, comme ça a augmenté, que les camionneurs aussi ont augmenté leur argent. Et je me suis dit, combien vous prenez, ils n'ont pas pu donner le montant que après l'augmentation ils donnent. Aujourd'hui, nous nous sommes demandé pourquoi des gens se lèvent comme ça pour augmenter de façon abusive ces produits pétroliers qui ne sont pas concernés par l'augmentation. Alors qu'en principe, c'est le gouvernement. Parce que pour faire une augmentation par rapport à ce gaz, qui est un des dérivés du produit pétrolier, c'est le gouvernement qui prend cette décision. Ce ne sont pas des gens qui vont se lever parce que pour les intérêts, pour augmenter. On les comprend. Ils sont des capitalistes entreprises, eux aussi cherchent leur argent. Mais il faut aussi comprendre la situation du consommateur. Quelles que soient les situations, c'est que quand vous prenez ce qui se passe, un peu raisonnable, rationnel, aller jusqu'à 500 francs sur un gaz, 400, 500 sur une bouteille de gaz, 6 kilos, alors que vous n'avez pas la seule bouteille de gaz à vendre. Si du moins il disait que nous mettons 50 francs ou 100 francs, ça pouvait se comprendre parce que les gaz butane, les gaz qui arrivent, les 6 kilos ou bien les 12 kilos qui arrivent, c'est chaque bouteille, si vous montez chaque bouteille que vous avez une trentaine dans le véhicule, multiplié par 600 multiplié par 30. Donc il faudrait que le gouvernement, nous avons lancé une alerte au gouvernement pour qu'il revoie la situation. Ou soit le gouvernement décide de dire nous augmentons le prix du gaz butane et tout le monde rentre dedans, ou il n'augmente pas et on prend des sanctions contre ceux-là qui abusent, qui font la surenchère et qui abusent même du consommateur. C'est là que nous avons attiré l'attention du gouvernement parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal qu'on profite de certaines situations pour faire de la spéculation et pour encore noyer le consommateur pour rien. Lui, il en est le consommateur, il en est pour rien, il cherche qu'à manger. Et là, j'invite le gouvernement à lire le Mania Libéré à sa page 3 pour voir toutes les pistes que le journal a pu proposer pour que cette situation soit jugulée. Abbas, plutôt Adam, il paraît qu'il n'y a pas que, comme l'a dit d'ailleurs Abbas, qu'il n'y a pas que le gaz butane qui subit ces effets secondaires de l'augmentation du prix du carburant. D'autres secteurs, notamment celui des transports, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, font aussi parler d'eux, au point où l'association des consommateurs du Togo, la TC, alors n'a pas caché son émoi, que ce soit hypocrite ou pas, elle est sortie quand même pour se prononcer là-dessus, surtout s'attaquer à cette surenchère par rapport à la vente ou au prix du gaz butane, et ensuite à la fixation délibérée et anarchique des prix de transport, notamment il a visé Olé, la société Olé qui a commencé qui avait donné la sonnette d'alarme. Voilà. Oui, vous savez, moi je pense d'abord lorsque nous prenons le gaz butane, le gouvernement a fait part, disons, d'un certain nombre d'éléments pour réguler en réalité les prix, que ce soit au niveau des détaillants, sinon sur le marché. Je pense que sur cet aspect-là, beaucoup de personnes, c'est vrai que la communication sur cet aspect-là n'a pas été aussi dense. Vous savez, lorsqu'on veut sanctionner, on ne communique pas pour la plupart du temps sur ces aspects-là. Mais je crois savoir, et d'après les recoupements que nous avions fait, des gens ont été donc répertoriés et sanctionnés, surtout lorsque nous prenons les grossistes et même les détaillants. Sur ces aspects-là, le gouvernement a exhorté le Togolais, sinon les Togolais, à faire prévaloir en tout cas le bon sens en ce qui concerne ces moments difficiles que nous traversons. Et l'allusion avait été faite en ce qui concerne lors de la Covid-19 où cette solidarité-là avait été beaucoup exprimée. Donc, il faudrait quand même que dans ce même élan que les Togolais puissent donc continuer. Ce qui, à mon avis,
n'a pas été suffisamment le cas ces derniers temps. Puisque je pense que lorsque vous prenez, nous n'avons pas du tout le même tempérament. Des gens, il y en a parmi eux qui veulent s'enrichir indéfiniment. Oui. Et donc moi je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait des mesures coercitives et qu'il y ait des éléments d'interpellation pour faire dissuader ceux qui sont dans cette logique. Sans quoi laisser seulement les citoyens prendre conscience, c'est pas évident qu'on puisse arriver donc à une solution efficace. Et ça également, mais également, il faudrait quand même que ces entreprises qui commercialisent ou qui font les commandes de ces gaz-là puissent également être interpellées. Puis la question aujourd'hui est dans l'espace public. Si nous pesons, que ce soit Sodigaz ou Total Gaz, aujourd'hui nous avons Sanol également, nous avons même MRS également qui a son gaz. Il faudrait quand même que cette la sorte. Est-ce que à leur niveau, est-ce que le prix de transport des gaz ont connu des augmentations? On ne sait rien, puisque c'est trop facile que les détaillants puissent vous dire, parce que tout le monde peut trancher sur cet aspect, on dit que voilà, ceux qui viennent les livrer, les gars ont connu. Or, ou même la société n'y est pas fait cas, puisque au niveau des dividendes, il estime qu'on maintient les mêmes dividendes, il n'a pas fait cas d'une augmentation. Je pense que dans le circuit de la fourniture, du convoyement de ces gaz par les différentes sociétés, tout cela doit être intégré dans les subventions. Mais le tout revient pratiquement au ministère du Commerce qui a, disons, la lourde tâche de pouvoir réguler aussi bien au niveau des distributeurs qu'au niveau des revendeurs. Donc, il lui appartient d'interpeller ces sociétés. Est-ce qu'il y a eu de ces genres de cas pour qu'on puisse donc arriver au niveau des augmentants? Et ce que je crois pertinemment qui n'est pas le cas, la preuve est qu'au niveau des stations-service, il n'y a pas eu d'augmentation. Sauf que ces gens-là créent une pénurie délibérée en faisant en sorte que ce qui arrive au niveau des stations d'essence, ils s'en accaparent pour éviter à ce que la population puisse s'en procurer et font le stockage chez eux pour faire en sorte qu'il y ait augmentation et expliquer le fait qu'il y ait donc rupture de stock lié donc à cet aspect de la chose là. Donc je pense que le ministère du Commerce, le ministre a dédié doit qui est toujours regardant sur ces aspects-là, puisse continuer par le faire, mobiliser davantage ces unités de contrôle et de régulation de ces piles-là pour éviter à ce qu'on puisse en rajouter à la croix que nous supportons déjà très difficile. Oui, et cela me rappelle le titre du journal qui se demandait à qui profite l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et on peut aujourd'hui, avec vous, répondre que cela ne profite que à ceux qui font de l'assurance. C'est l'assurance. J'ai dit tout tantôt que c'est le pauvre consommateur qui en pâtit. C'est lui qui est toujours victime de tous ces genres de choses-là. Donc il faudrait que, si on veut protéger effectivement le pauvre consommateur, dont le salaire, comme on le dit, ou le coût de revenu est très bas, il faudrait qu'on puisse lutter. Parce que le gouvernement a dit qu'il prend des mesures pour assouplir. Il ne faut pas que les gens sapent les efforts du gouvernement. C'est ça que les gens sont en train de faire. C'est ce qui est en train d'être fait. Les gens sont en train de saper les efforts du gouvernement. Nous avons dit un jour ici que même le truc des tickets ou autres qu'on a prorogé la suppression. Ça ne profite pas aux consommateurs parce que les bonnes femmes continuent à faire de l'assurance. Et elles vendent comme elles le vendaient auparavant. Elles n'ont jamais changé de ce qu'elles faisaient comme auparavant. Et personne n'est là pour contrôler. Lorsque, une fois, le ministre dit nous allons effectuer des contrôles dans les marchés. Ils vont une seule fois et puis ça passe. Il part et à peine il le trouve. Ça reprend. Il y a une équipe permanente. Il y a une équipe permanente. Et puis aujourd'hui, il faudrait faire de telle sorte que comme il y a les communes. Les communes. Que les locaux soient associés, impliqués. Puisque chaque commune gère des marchés. Pourquoi pas? Si la commune gère des marchés, dans ta zone de choses, tu peux aller voir comment les choses se passent. Et chaque commune a quand même des forces de sécurité et de l'ordre, des émissaires du gouvernement. Il y a les émissaires du gouvernement, donc il faut faire de telle sorte que si on veut vraiment sortir le consommateur de ces problèmes de choses et que le gouvernement prenne des mesures, que ça ne profite pas seulement à ceux-là qui font de la spéculation et de la surenchère. Voilà, j'espère qu'ils nous suivent en direct ou en différé et prendront sur une plateforme une décision qui répond
on était ensemble sur Canal FM le mercredi, on a évoqué un aspect là qui a été pris en compte. Et je pense que le gouvernement nous écoute. Je n'ai pas la chose en mémoire, mais d'ici la fin, on va s'en souvenir. Et j'ai salué cette décision du gouvernement qui, comme pour dire qu'il nous écoutait. Et bon, si ce que nous disons peut de temps en temps améliorer, là, nous aurons apporté quelque chose de positif à la nation. Alors, on change de sujet. Les soucis du Mali sont loin de finir. Ils changent de terrain où, au jour le jour, ces soucis. Après la France, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est contre la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara que le colonel Assimi Goïta et sa junte, c'est entre les deux que le torchon brûle. Une fois encore, le jeune doyen des présidents, Faure Essozmna Gnassingbé, qui a réussi avec brio sa médiation auprès de la CEDEAO, est encore sollicité. Et on en parle sur ce plateau. Mais avant, voyons ce que certains journaux qui se sont intéressés à ce sujet ont pu dire. Voyons d'abord Symphonie qui écrit 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et médiation togolaise. Le journal nous informe que des officiels ivoiriens et maliens sont attendus à Lomé dans ce cadre. Bamako et Abidjan font confiance au président Faure Gnassingbé, dit le journal. L'intelligent renchérit et dit que le balai des puissances du Nord en Afrique, il dit que c'est l'ère d'une nouvelle conquête du continent activé. Non, là, c'est par rapport à la tournée de Macron sur le continent africain. Alors, l'autre journal qui s'intéresse à ce sujet de la médiation, c'est bien la dépêche qui lui trouve que Faure est apôtre à l'extérieur, mais il est sans pitié avec ses compatriotes. Et dit, un président de la République ne devrait pas dire ça. Il s'en prend à une phrase du tweet de Faure Essozmna Gnassingbé et nous dit cela. Et l'autre journal qui s'en est intéressé, eh bien, le Canard indépendant, qui dit, je cite, affaire des commandants militaires ivoiriens, première tentative de rapprochement entre Bamako et Abidjan à Lomé grâce à Faure Essozmna Gnassingbé. Voilà les journaux qui se sont intéressés à ce sujet, leur point de vue. Alors, Abbas, Faure Gnassingbé, jeune doyen, on peut lui ajouter un épithète et lui coller l'épithète grand médiateur d'Afrique, n'est-ce pas, Abbas Issaka? Oui. Il est appelé depuis quelques jours, jeune doyen, depuis quelques semaines, après la médiation avec la CEDEAO. On dirait que le Togo, depuis fait Adéma aussi, est une terre d'accueil et de médiation pour les pays africains qui ont des difficultés, parce qu'on a vu au temps de Feu Adéma les médiations qu'il a menées. Il a même traversé le Tchad avec une pirogue, le lac Tchad, pour aller au niveau du Tchad. Et il a fait la même chose entre le Mali et Ouagadougou. Il y a entre-temps aussi. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Faure Gnassingbé, jeune doyen comme on l'appelle, de prendre aussi la main de son papa, comme on le dit. Et nous avons vu les médiations qu'il a commencé par mener. Et il a pu convaincre ses amis de la CEDEAO pour que au moins il y ait une levée de la suspension des sanctions. Aujourd'hui, le problème brûlant, c'est l'arrestation de ces 49 militaires ivoiriens sur la terre malienne. Ce problème, je pense que c'est un problème délicat, une patate chaude entre les mains de Faure Gnassingbé, puisque
il serait difficile. Et il est difficile maintenant, quand ça a commencé, qu'ils puissent avoir, mais il dit continue les efforts. Parce qu'ils ont pu finalement se rencontrer hier. Quand les délégations sont arrivées, il a pris séparément les deux délégations pour les écouter avant de les rencontrer ensemble. Et la délégation malienne, vous savez que la délégation malienne a posé des conditions que la Côte d'Ivoire ne veut pas accéder. Présenter les excuses, reconnaître qu'il est en erreur, que la Côte d'Ivoire est en erreur, et de présenter des excuses, de regretter de présenter des excuses. Oui. Et de dire, il y a des gens qui ont fui le Mali, qui sont actuellement au Burkina. Les Maliens disent, la deuxième condition de faire de telle sorte que les Maliens qui sont au Burkina, que eux aussi les libèrent, c'est tout comme devenu échange de prisonniers. Côte d'Ivoire. Échange de prisonniers. Donc, c'est ce que le Mali, la Côte d'Ivoire dit actuellement. Pour le deuxième point, c'est que l'affaire entre les mains de la justice. Et aujourd'hui, par rapport à ces 49 militaires, quand on veut mener une diplomatie, une médiation diplomatique et politique, les autres vont dire que les 49 militaires aussi, leur affaire est au niveau de la justice malienne, puisque l'affaire a été transmise au procureur de la République du Mali pour gérer le dossier. Mais c'était un échec là, puisque ça a tourné que les gens ne sont pas entendus. Les Ivoiriens sont le parti un peu furieux. Le chef de l'État, la médiation togolaise, dit que les efforts vont continuer pour approcher les deux points. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis là que Guillaume Soro a demandé l'intervention du chef de l'État togolais dans cette histoire. Et il s'est mis, après, c'est la CEDEAO qui a dit bon, il faut continuer sans médiation. On espère que les uns et les autres vont mettre un peu d'eau dans leur vin pour qu'on arrive à trouver une solution pour les deux pays. Parce que ce n'est pas bon que deux pays qui partagent une frontière puissent se retrouver dans cette situation. Et qui partagent même la monnaie. Ils partagent la monnaie. C'est la CEDEAO. Donc, qu'on puisse arriver là, ça, je pense que ça va se faire avec les efforts que le Togo est en train de fournir. Nous l'espérons, Adam, s'il a réussi, il s'est fort extraordinaire. S'il a réussi à atténuer les flammes d'un feu qui a duré près d'1 an, réussira-t-il ou ne réussira-t-il pas celles qui ne viennent que de s'embraser entre ce même Mali et puis la Côte d'Ivoire, surtout que la nature du conflit entre les deux pays, Mali et Côte d'Ivoire, est d'ordre sécuritaire et non pas diplomatique ou politique, comme ce fut le cas avec la CEDEAO. Oui, vous savez, les deux aspects sont plus ou moins un peu très différents. Ici, je pense que sur cet aspect, nous aurons pu parler plutôt de facilitation. Vous savez, lorsqu'on parle de facilitation, c'est que ce sont les deux acteurs qui arrivent à trouver donc des solutions partagées ou des solutions communes entre ces deux acteurs-là qui amèneront donc, disons, cette facilitation donc, à réussir. Or, le cas de la CEDEAO, ça peut être une médiation puisque les préoccupations de la CEDEAO étaient bien exprimées. Donc, il appartient de pouvoir faire en sorte que les positions puissent être rapprochées par un certain nombre de chefs de l'État, d'États qui ne partageaient pas en réalité cette vision d'autres chefs d'État qui estimaient qu'il faudrait quand même que l'on reste, disons, dans cette position assez tranchée pour amener donc cette poussée, sinon les autorités du Mali à fléchir. Or, dans ce cas, vous l'avez bien vu, quand je parle de facilitation, c'est que les deux pays ont eu à poser des préalables. Le Mali a posé sa part, la Côte d'Ivoire a posé également sa part. Donc, il appartient donc au médiateur de faire, de convaincre certains à pouvoir donc accepter. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile, quelle que soit la minutie des analyses que vous faites pour réellement arriver à une position assez fine et raffinée pour convaincre des actes qui sont assez palpables et motivants réellement, qui avaient eu l'intention
de pouvoir donc mobiliser des 49 militaires pour des actions suivantes. Ce n'est pas le cas parce que de toutes les façons, nous savons que de toute l'histoire, il est très difficile de dire aux mercenaires qui arrivent, ils prennent donc leur brique directement, arrivent par voie officielle, par avion, pour poser dans des actes subversifs dans un pays. C'est très difficile de le dire. Donc, ce que motive aujourd'hui le Mali, il est très difficile également que la Côte d'Ivoire puisse donc accepter aussi facilement, qu'ils reconnaissent véritablement que voilà, qui présente des excuses compte tenu de ça. Donc, il y a un flou qui ne dit pas son nom et qui juste au jour d'aujourd'hui très difficile au niveau même du Mali que de la Côte d'Ivoire de pouvoir véritablement. Voilà. Donc nous autres qui sommes donc observateurs, nous partons donc de ces opinions exprimées par les deux acteurs pour poser un certain nombre d'analyses. Mais lorsque vous posez les analyses, c'est très difficile de pouvoir véritablement dire que voilà, la Côte d'Ivoire était dans un rôle subversif et envoyait donc les 49 militaires pour des actes contre nature, comme veut bien nous faire le croire le Mali. Mais ce qui est important, il faudrait quand même que chacun puisse, c'est vrai, le Mali aujourd'hui, ce qui crée et qui sème le doute véritablement, c'est qu'on a constaté cette prise de position à l'égard de la France où il y avait tout simplement des actes d'opinion qui étaient donc exprimés et on se prévalait de ça pour justifier l'injustifiable ou pour inculper un partenaire devenu encombrant à un moment donné. Donc on se dit que la Côte d'Ivoire, étant donné que la position tranchée d'Alassane Ouattara ne l'a pas caché sur les coups d'État, lui n'est pas du tout d'accord sur les coups d'État, donc avait une position assez tranchée contre le Mali. Et donc le Mali peut user véritablement donc, de ces aspects-là pour rapprocher Bamako et demander un certain nombre de choses, pour rapprocher pratiquement Abidjan et demander un certain nombre de choses. C'est ce qui aujourd'hui taraude l'esprit de la plupart des gens, puisque il est très difficile de toute la façon, je le répète aujourd'hui, qu'on puisse nous parler de mercenaires qui prennent l'avion, arriver directement, officiellement sur un territoire qui n'est pas le sien, c'est très difficile. Mais je pense que Faure Gnassingbé, étant donné qu'il a de très bonnes relations avec les deux et sa diplomatie est assez agissante, et je pense que Robert Dussé n'est plus à démonter sur cet aspect-là. Il a fait beaucoup d'efforts, il va toujours continuer et pour arriver donc à rapprocher les deux pays et surtout si cet engagement du président de la République est très estimé, c'est justement le fait qu'aujourd'hui il veut véritablement que nous ayons une économie assez florissante et étant donné que nos économies dépendent d'un pays à un autre, lorsque la CEDEAO est assez stable, je pense que c'est la bonne santé de notre économie également. Et celle de l'Occident d'ailleurs. Donc je pense que sur ces deux aspects-là, il faudrait quand même que les autres pays également puissent comprendre que leur économie aussi en dépend et n'ont pas besoin forcément de ces bruits-là. Mais je pense que le Mali a montré aujourd'hui, et si nous prenons les derniers propos de ce ministre des Affaires étrangères qui a fait une sortie publique en disant que il veut véritablement qu'il y ait une issue assez favorable de cette situation. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec leurs voisins. C'est déjà un grand pas qui prouve que les lendemains peuvent être assez concluants par rapport à ce dossier-là. Très bien, très bien. Emmanuel Macron, nous changeons là de sujet, président de la République française, était africain cette semaine. Il était dans plusieurs capitales d'Afrique à la recherche de quoi, difficile de le dire ici et maintenant. Toujours est-il que ce n'était pas une simple balade une balade touristique, sinon il serait venu au Togo visiter les failles d'Alédio et puis celle de Dépalé, et puis pourquoi pas la cascade de Tomébé à Clois, comme pour dire, comme un adage le dit d'ailleurs, un adage baoulé le dit: si tu vois un sage courir pieds nus dans la brousse et surtout dans le chien-dent, s'il ne poursuit rien, c'est que quelque chose le poursuit. Dans cette course, Macron a été aperçu par certains journaux, dont voici les Échos. Le premier journal qu'il a aperçu, c'est bien l'intelligent qu'il a intelligemment perçu. Il dit balai des puissances du Nord en Afrique, l'ère d'une nouvelle conquête du continent. Le journal se pose des questions sur la véritable raison de la course endiablée de Emmanuel Macron en Afrique, ce qui n'est pas forcément habituel. Et l'autre journal qui a également vu le Macron, c'est bien le journal de notre ami ici présent,
Adam Adjouronou, qui dit opération de rachat pour l'un, reconquête pour l'autre. Voilà, il trouve, en analysant également cette sortie de Macron, que c'est une sortie qui cache des réalités et des ambitions en matière de conquête, pourquoi pas, du territoire. Macron au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. C'est le pays visité par Emmanuel Macron, et l'alternative se demande si le régime togolais est, lui, infréquentable. Pourquoi Emmanuel Macron n'est pas passé par le Togo? En tout cas, c'est la question que se pose le journal L'Alternative. Alors que le Canard indépendant lui dit tournée africaine de Macron, le Togo a été zappé. Fort paye-t-il sa prise de position dans la crise du Mali ou dans la crise malienne? Alors, Abbas Issaka, qu'est-ce qui fait courir ou ferait courir, selon vous, Emmanuel Macron? Ouais, c'est la question qu'il fallait se poser. Au lieu de dire que le Togo a été zappé, le Togo n'est pas le seul pays. Il a choisi 3 pays. Voilà. Parmi les 54, il a choisi 3 pays et les raisons étaient bien claires officiellement quand il quittait, selon l'agenda du président français. La raison pour laquelle il est allé au Cameroun, ils ont donné ça. La raison pour laquelle il est allé au Bénin, ils ont donné ça. Oui. Et la raison pour laquelle il est allé en Guinée, ils ont donné. Donc, ce n'est pas qu'on a zappé le Togo, bien le Togo est devenu infréquentable. Ça, ce n'est pas des choses à dire. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez Macron, c'est que la France est en train, ou bien l'Afrique est en train de diversifier ses partenaires. Et on ne veut plus voir la France comme une tutrice d'avant. Comme on le faisait auparavant, on dit que on doit se tourner uniquement vers la France. La France ne peut plus détenir, comment on dit ça, le truc le monopole sur les pays africains. Donc, avec ça, parce que il y a des fois, je lis souvent des choses qui disent que sans l'Afrique, la France ne va pas développer. Donc, par rapport à cela, comme on le dit aussi, la France n'a pas d'amis. Elle poursuit ses intérêts, et celle là où se trouvent ses intérêts. Mobutu l'avait dit. Plutôt, comment vous l'appelez? Oui, c'est bien Mobutu, le Zaïrois. Oui, c'est pour cela que la France s'est enveloppée. Parce que quand en Guinée, il est arrivé la manière dont ça s'est passé, en disant au niveau de la Guinée qu'il faudrait mettre avec le nouveau président en exercice de la CEDEAO qui dit qu'on va mettre une force anti-putschiste. On ne parle même pas de l'agression terroriste qui est en train de nous envahir tout de suite pour dire qu'on va mettre une force antiterroriste. On mettra une force antiputschiste pour faire quoi avec? Il faut maintenant régler le problème du terrorisme, ça ne s'est pas passé. Voilà, le nouveau président membre de la CEDEAO en exercice dit que il faudrait qu'il y aura le prochain sommet de la CEDEAO. Il y a la France qui doit être invitée, bien Macron n'est pas la France n'est pas membre de la CEDEAO. Ça donne raison à ceux qui disent que c'est la France qui donne des injonctions dans le cas du Mali pour qu'on sanctionne lors des sommets de la CEDEAO. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui on continue par toujours tendre la main à la France. La France ne peut pas venir nous imposer certaines choses actuellement. C'est aux Africains de prendre les responsabilités. Et depuis quelque temps, il y a le Mali qui a commencé par le faire. On ne peut pas dire que la France doit faire ceci, la France doit nous faire cela, que la France doit suivre les droits de l'homme, la France doit nous faire ceci au niveau de nos présidents et autres. Ce n'est pas normal. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? On ne peut pas donner tout, comme on le dit, tout notre corps à la France comme ça. Quand vous voyez, c'est ça à l'arrivée, vous avez vu que Bénin, c'est l'indépendance du Bénin. Il est allé au Bénin, le président Talon a constaté que le monument sur lequel on dépose les ailes de fleurs n'est pas normal. C'est inscrit au vaillant militaire, au honneur au vaillant militaire, au vaillant fils
qui ont défendu la France. Ah bon? Et on continue par donner ce qu'on dit, à chaque indépendance, ils vont faire honneur, rendre honneur. Rien qu'à ces vaillants qui ont défendu la France. Talon a décidé d'aller construire un nouveau monument où il a parlé de bravoure des fils de la patrie. Et c'est demain là-bas qu'ils vont déposer les herbes de fleurs. En Afrique, vous avez vu, le Togo aussi a commencé par étendre ses partenariats. Le Congo a fait là. La Turquie est là. Donc on a des choses, on ne peut pas se permettre d'être qu'on a un seul partenaire. Et là, il faudrait qu'on commence par ça. Pour qu'on diversifie nos partenariats et qu'on ne soit pas sous le coup de l'influence d'une même puissance. Patrie. Alors, Adam, la même question, je vous la renvoie. Qu'est-ce qui fait courir Emmanuel Macron, selon ce que les uns et les autres se posent comme question? On aurait bien le voir plutôt au Mali, où il avait des problèmes pour essayer de rapprocher leurs choses au pays de Assimi Goïta, mais c'est plutôt ailleurs qui s'est rendu. Alors qu'est-ce qui fait courir Emmanuel Macron? Non, je pense que lorsque vous prenez la philosophie depuis que Emmanuel Macron est aux affaires en France, cette philosophie d'abord, même si nous prenons aujourd'hui qu'il y a un éveil de conscience sur le continent africain qui veut aujourd'hui rompre avec certaines habitudes d'antan qui ne l'ont pas permis de pouvoir exprimer cette indépendance entre guillemets s'il y en a eu, puisque nous parlons de cette indépendance-là, mais nous qui sommes hors de l'appareil de gouvernance des États, nous avons cette latitude-là de voir les choses à notre manière, mais ceux qui sont qui gouvernent les pays ont aussi leur manière de voir les choses. Parce que lorsque nous prenons, on ne va plus revenir là-dessus, nous prenons l'Union africaine, où le budget pratiquement à un pourcentage de plus de 50% est sous le coupole des puissances occidentales. Je pense que la CEDEAO, même s'il y a les cotisations, elle ne déroge pas donc à cette prérogative également, et également d'autres institutions. On se pose la question de savoir si réellement cette indépendance-là est toujours acquise ou pas. Bon, c'est une question qui est toujours là. Je pense que la réponse ne serait pas pendant l'heure que nous allons passer. Mais Emmanuel Macron, comme je le disais, a beaucoup démystifié, surtout en ce qui concerne la France, démystifié disons, cette emprise de la France sur le continent africain. Et lorsque nous parcourons un peu ces discours, vont dans ce sens-là, même si l'intention derrière est de pouvoir remodeler d'autres aspects pour continuer par pratiquement profiter du continent africain, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Puisque lorsque nous prenons ces puissances-là, avant lui, c'était donc le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui était sur le continent, et après lui il y a les Américains qui sont donc annoncés par, je pense que leur ministre d'État, qui j'oublie le nom, qui s'est annoncé sur le continent. Donc je pense que le continent africain aujourd'hui pousse beaucoup de convoitises, et pour des raisons évidentes, étant donné que le continent est sous-exploité, et le continent aujourd'hui c'est le continent aussi de l'avenir, quoi qu'on dise, étant donné qu'il appartient à chaque président, et ça c'est le rôle du président. Moi je le dis toujours, il appartient à nos chefs d'État aujourd'hui de changer de posture relationnelle vis-à-vis de ces relations avec l'Occident ou d'autres pays, puisque c'est le rôle d'un chef d'État d'aller chercher ce qu'il y a mieux d'ailleurs pour apporter donc à son pays. Donc je pense qu'on ne va pas en vouloir donc à ces chefs d'État d'être d'abord sur le continent africain, étant donné que nous sommes dans cette logique-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais au même moment, quand je parlais donc de démystification en ce qui concerne Emmanuel Macron, vous allez constater que c'est sur des territoires ou des pays où il a davantage des problèmes qu'il choisit souvent d'aller. Mais vous allez constater que même au début de la crise entre le Mali et la France, il avait il avait voulu entreprendre un voyage au Mali qui a été avorté juste à 24 heures de sa venue donc au Mali. Donc c'est un président de la République, quoi qu'on dise aujourd'hui, qui se démarque pratiquement à ses prédécesseurs au regard aujourd'hui du fait qu'il essaie de pouvoir s'engager et de pouvoir résoudre les problèmes de la France. C'est pas parce que la France est mal vue sur un territoire qui refuse d'aller. Il y va pour mieux expliquer ou pour reprendre en témoin le fait qu'il a eu à organiser pour parler des rencontres avec des personnalités les plus houleuses du continent. Mais je pense que Emmanuel Macron est aussi dans ce rôle-là. Donc aujourd'hui, étant donné lorsque vous prenez ces relations, que ce soit au niveau
du Cameroun, à son arrivée, lorsque nous prenons son premier magistère, c'était un président qui était véritablement très dur à l'égard des autocrates, si on peut permettre le mot, notamment lorsqu'on parle de ces autocrates-là, le président Biya est au premier rang. Et il avait tenu des discours pas tout à fait assez courtois à l'égard de ce pays-là, mais nous avons vu qu'au fil du temps, c'est un discours qui a beaucoup changé et il ne sait plus aujourd'hui de pouvoir donc s'emmêler dans ce genre de sujet. Il a compris qu'il appartient aux Africains de pouvoir élire suivant leur bon vouloir leur chef d'État. Il n'appartient pas donc à la France de pouvoir donc donner des leçons de démocratie, quand bien même que nous savons que la France est une démocratie célébrée. Même si nous prenons même le Bénin, vous allez constater que c'est le président Emmanuel Macron avait appelé Patrice Talon à revoir sa posture en ce qui concerne les droits de l'homme, etc. Comme réponse à la bergère, Emmanuel Macron a perdu donc les législatives entre guillemets à la France. Mais il y a eu un retour de Patrice Talon. Donc vous voyez les bisbilles entre les chefs d'État qui n'ont pas empêché véritablement de choisir ce pays-là pour venir pour un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il est dans une bonne logique. Il appartient à nos chefs d'État de pouvoir comprendre qu'il leur appartient de protéger d'abord les intérêts nationaux et de faire en sorte que ce qui est également au niveau de la France et ce qui ne s'exprime pas, parce que la plupart du temps vous connaissez nos concitoyens africains sont maltraités au niveau de ces pays-là. Mais lorsque ces présidents sont là, je ne vois aucun chef d'État pouvoir lever donc le petit doigt pour dire que voilà, il faudrait que vous réservez désormais un accueil assez chaleureux. Puisque vous également, vous avez une bonne population chez nous que nous ne traitons pas de la sorte. Certainement que ce sujet continuera par se décanter et on en saura beaucoup plus. Mais la question qu'on pourrait se poser si on avait le temps, c'était celle de savoir si face à cette situation et avec cette histoire de Commonwealth, si on n'est pas en train d'assister à une nouvelle conquête de l'Afrique par les pays occidentaux. La réponse à cette question, je vous renvoie à vos rédactions. Allez-y, investir. Revenez-nous la semaine prochaine sur ce même plateau pour investir. Mais il paraît qu'il y a eu un massacre des terroristes au Burkina Faso. C'est ce que l'on a surtout des réseaux sociaux depuis vendredi, pendant que nos différentes rédactions avaient déjà bouclé, étaient déjà en congé, mais plutôt en week-end. Si ces informations sont avérées, peut-on espérer une lueur d'espoir dans la lutte contre le terrorisme en Afrique? Alors, au même moment, on apprend également des mêmes réseaux que tout le Mali est désormais déclaré zone rouge. Je venais de le lire sur des réseaux, devenu l'épicentre des attaques terroristes depuis hier. On parle aussi des tirs bien nourris dans la nuit d'hier à Sengandou. C'est une zone frontalière du Togo et du Burkina Faso. Et là, on a envie de se dire que ça devient de plus en plus sérieux. Tout ça ne nous empêche pas de rendre hommage à Dan et Abbas, aux femmes de tout le continent africain, car c'est leur journée aujourd'hui, tout comme tous les 31 juillet. L'événement est placé cette année sous le terme autonomisation économique de la femme. Avez-vous un mot à l'endroit des femmes, Abbas? Non, c'est nos mamans, nos soeurs, nos femmes, tout ça là, parce que quand vous prenez, ce sont ces femmes qui sont là, et puis nous aussi nous sommes là. Sur le plan économique, comme tu l'as dit tantôt, c'est la femme qui s'implique beaucoup, beaucoup plus. C'est pour cela, on avait parlé de faire budget et budgétisation, genre impliquer les activités économiques des femmes. Normalement, c'est cette journée-là que les femmes devraient célébrer plus. Ce n'est pas la journée du 8 mars. Les premiers transforment ça à 8 mars, elles font des pagnes. Elles transforment ça en fait. Alors que c'est une journée de réflexion et de revendication de leurs droits. Ceci, c'est votre journée. Je n'ai pas vu de femmes où on a dit qu'on va fabriquer le pain pour le 31 juillet. Personne ne sait même pas que cette fête-là existe. Mais si ce n'est pas le ministère de la promotion féminine. Oui, c'est elle qui a commencé hier pour en parler. Or, pour le 8 mars, vous allez voir, à un mois ou 2 mois avant. Même 2 mois, 3 mois. 3 mois avant, on a déjà commencé par commander des pannes. Alors que c'est la fête là qui était la leur. Et l'autre, c'était le 8 mars, c'est pour vos droits que vous devez revendiquer. Mais on n'a pas vu.
ici, l'autonomisation de la femme. Nous avons vu aussi que dans ce cas, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en prenant une loi qui au moins donne droit au foncier aux femmes aussi. Donc la femme a droit au foncier. Comparativement à ce que nous connaissons auparavant où les femmes étaient brimées. Donc il faut saluer ces genres de cas, de situations, mais que les femmes savent. Sachez bien en profiter. Hein? En profiter. Adam? Oui, je pense que sur cet aspect, c'est vrai, c'est une évidence, parce que lorsque vous prenez la plupart des femmes aujourd'hui, est-ce que le sens et l'esprit même de ces fêtes-là est maîtrisé? C'est pas évident. Plus pour certains, c'est une journée de réclamation à tout va. Or, cela ne devait pas être le cas. Il faut que la femme soit mise à l'écart. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il y a certaines d'entre elles, que moi je salue d'ailleurs, même qui estiment que, disons, cette discrimination positive qui se fait par un certain nombre de gouvernements, ce qui concerne que ce soit dans certains examens, etc., est malvenu. Il faudrait que la femme elle-même aussi soit battante, parce que nous avons les mêmes sens, nous avons le même quotient intellectuel. Et pourquoi pas, et parmi celles-là, je salue surtout Madame Ngui Dawade qui l'exprime ouvertement. Parce que pour elle, ce n'est pas tout bon qu'on puisse dire que voilà, la femme est devant. Et je pense que tout ce qu'elle fait va dans ce sens-là. Elle essaie de pouvoir donc être combative et au même niveau que les hommes. Mais à un moment, ce qui moi m'inquiète malheureusement la veille de cette journée-là, et vous allez chuter là? Oui, je vais chuter là. C'est le fait qu'on puisse donc déjà commencer par observer la présence des femmes dans des groupes djihadistes. Je pense qu'au niveau du Burkina Faso, c'est pratiquement le cas. Et cela inquiète énormément. Inquiète énormément parce que la femme, c'est, disons, cette personnalité qui essaie de jouer à la conciliation. Elle est le symbole de la paix même. De la paix, qui apaise partout ailleurs. Et si aujourd'hui, nous voyons véritablement le revers de la médaille, cela devait nous interpeller à pouvoir davantage aller dans la sensibilisation pour que cela n'arrive pas. C'est à poursuivre et à mieux voir si effectivement ça. Alors nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes d'Afrique. Et pour finir, voici le héros de l'année scolaire 2021-2022. Il s'agit de Komla Dodji Kokoroko. Ministre, si la caméra peut nous zoomer sur cette image. Donc c'est Komla Dodji Kokoroko Madi. Il est où? Ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Grand réformateur de l'éducation dont le métro vient d'arriver à bon port avec à bord plusieurs passagers. Sont 14,34% de taux de réussite. Voilà ce à quoi, voilà de quoi donc s'éclater de joie, comme vous le voyez déjà. Et d'ailleurs sur cette image où Kokoroko se réjouit de l'issue très très favorable de l'année scolaire, une année qui a abouti malgré les soubresauts qui l'ont marqué entre-temps. Voilà, Adam, Abbas. Oui. Je pense que c'est une bonne chose. Depuis près de 10 ans, nous n'avons jamais assisté à une année scolaire assez stable. Je pense que lorsqu'on parle de stabilité, ça a été aussi la plus-value que les élèves aussi ont pu avoir. Parce que lorsque vous avez une année qui n'a pas connu de discontinu, je pense que ce sont les élèves qui gagnent. Et pour une première fois, le professeur Dodji Kokoroko nous a fait encore revivre, disons, ces moments d'antan que le Togo n'a plus connus il y a 10 ans. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, la satisfaction ne n'ira pas seulement à lui, mais pratiquement aux parents, aux élèves, aux enseignants également, pour qu'on puisse toujours faire prévaloir, disons, ces idées de bon sens et faire en sorte que le Togo puisse être ce paradis-là où l'enseignement se déroule sans interruption. Ouais, quand vous voyez le pourcentage des réussites depuis le CP2 jusqu'à tout joyeux, je pense qu'il est heureux, il doit être heureux, satisfait du bilan. Quand on compare ça à certains pays, aujourd'hui le Togo, même sur le plan de l'UEMOA, est premier en pourcentage de cas de réussite. Donc il faut se satisfaire de ça et remercier aussi les enseignants qui ont donné, malgré les soubresauts des dernières minutes, et dont le ministre Kokoroko a su gérer. Et ça fait que nous avons connu une bonne année. Et donc aujourd'hui, les parents et les élèves eux-mêmes, les enseignants, les autorités en charge de l'éducation doivent être remerciés pour ça. Donc on doit tenir le cap par rapport à ça. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant les élèves, nos enfants sont plus intelligents que nous.
et qui réussissent parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité que nous, on n'avait pas eu. D'accord. C'est sur cette joie partagée que nous mettons fin à cette messe. Merci à vous tous qui l'avez suivi de par le monde grâce aux différents réseaux, Facebook, YouTube, et puis pour ceux qui sont dans la région maritime, notre traditionnelle antenne locale. Merci à vous, chers confrères, co-célébrants de cette messe, Adam Agronou. Vous êtes le patron du journal Vision d'Afrique, et puis Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Je vous souhaite bon retour chez vous. Bonne fin et bon début de semaine à toutes et à tous. Bonnes vacances au monde éducatif. Mais sachez, chers parents, chers élèves et chers enseignants, que nous sommes déjà à moins de 2 mois de la nouvelle rentrée et que les parents surtout commencent déjà les préparatifs de la rentrée. Et comme d'habitude, c'est Platon qui nous amène à la méditation sur sa pensée que je cite. Il est aussi difficile de rester sage au sein de la richesse que de le devenir au sein de la pauvreté. Et celui qui n'obéit qu'à ses désirs ignore la paix de l'âme dans l'un comme dans l'autre des cas. Je reprends pour vous. Il est aussi difficile de rester sage au sein de la richesse que de le devenir au sein de la pauvreté. Celui qui n'obéit qu'à ses désirs ignore la paix de l'âme dans l'un ou dans l'autre des cas. C'est de Platon. Bonne méditation et à dimanche prochain.